Merci de m'accueillir ici ce soir. C'est un honneur de pouvoir vous présenter mon talk qui était écrit en anglais, fait en anglais, jamais donné en anglais. Donc je l'ai traduit en français avec Google Translate. C'était un vrai bonheur. Donc c'est ressorti magnifiquement écrit. Donc, donc voilà, je vais vous parler d'une histoire qui est l'histoire de la vague de ma vie. Manu, j'ai un challenge pour toi. Je me retourne vers mon amie Agnès et je vois sa petite étincelle dans ses yeux, son petit sourire en coin et le son de sa voix très doux. Et je me dis, elle a quelque chose derrière la tête et je crois que je ne vais pas pouvoir dire non. Instantanément, je sens mon corps qui se raidit. Elle me dit, Manu, viens surfer avec moi aux prochaines vacances. Instantanément, je sens des petits papillons dans mon ventre. Nervosité, anxiété, excitation, je ne sais pas trop. Et cette invitation me ramène 10 ans en arrière, où on m'avait dit « Manu, viens faire du snowboarding avec nous, ça va être super !» m'avaient-ils tous dit. Résultat des courses, j'ai passé la semaine sur les fesses, complètement frigorifiée, en essayant de cacher mes larmes, de dissimuler mes sanglots et de prétendre que oui, je passais des superbes vacances au ski, c'était super. Mais cette période est derrière moi, car aujourd'hui j'ai une petite boîte à secrets, une petite boîte à outils qui permet de faire face à mes peurs et d'effacer mes pleurs. Cette petite boîte à outils, c'est le focus, la routine et la visualisation. Le focus, comme dit le dicton, ne pas chasser 2 lièvres à la fois. Donc, 2 mois avant d'aller surfer et de préparer mon corps à ce challenge, clairement, je vais en ligne et je me dis, ok, comment se préparer pour le surf ? 3 éléments clés ressortent. 1, la natation, pour se muscler les épaules. 2, renforcement des muscles centraux et des abdominaux. 3, pratique du pop-up. Alors la natation, c'est pas du tout mon truc, sachant que j'habitais à Londres à ce moment-là et que les piscines ne sont pas très bien fréquentées, en tout cas pas très saines, donc je fais une croix dessus, complète. Donc ça, on oublie. Renforcement musculaire, renforcement des muscles centraux, abdos, ça, je peux gérer. Et le pop-up, c'est quoi ? C'est tout simplement une pompe géante. Et pour la pratiquer, vous vous allongez sur le sol en prétendant que vous êtes sur votre planche. Et dans un bond géant, en vous posant sur vos jambes et sur vos bras, vous atterrissez tout simplement sur votre planche. Trop facile. Ok, donc ça, pour le focus, on est pas mal. La routine. La routine. Mike Murdock, qui est un chanteur américain, a dit « Le secret de votre avenir se cache dans votre routine quotidienne ». Donc 2 semaines avant de partir surfer, je me dis « Ok Manu, tu vas devenir l'experte de la routine ». Comment faire ? Premièrement, un régime alimentaire strict. Le fromage, la charcuterie, les baguettes, on va oublier. Deuxièmement, renforcement musculaire, donc le sport, à fond pendant 2 semaines, tous les jours, avec au moins 20 à 30 pop-up par jour. Troisièmement, qui reste mon arme fatale, la visualisation. Donc mon point numéro 3, et qui reste mon outil numéro 3, c'est la visualisation. Qui selon vous a dit « si tu peux le rêver, tu peux le faire » ? Quelqu'un sait ? Personne ? Walt Disney. Et Walt Disney était un grand visionnaire, et à tel point qu'en programmation neurolinguistique, ils ont créé la stratégie Disney, qui est donc utilisée pour tous les gens qui veulent, donc n'importe quel individu, qui veut atteindre un objectif, réaliser un rêve, on utilise en PNL la stratégie Disney. Donc je ne vais pas vous expliquer comment elle fonctionne maintenant, mais je vais pouvoir, au break, si ça vous intéresse, vous expliquer comment ça marche. Et c'est une technique qui marche, puisque moi je la propose à mes clients, et c'est un truc assez intéressant. Et on voit ce que Disney a créé aujourd'hui, cet empire, et il l'a fait grâce à cette stratégie, donc c'est assez fascinant. Donc la nuit, avant le jour J,
Mon cœur bat la chamade et je me sens hyper stressée. Et là, je me dis, Manu, il va être temps de sortir ton âme secrète. Le psychologue sportif Dr. Richard Swin a détecté que la pratique de la visualisation à répétition déclenchait des activités dans le système neuronal et aussi créait un nouveau schéma mental qui allait permettre les performances sportives à venir. Donc là, je me dis, ok, on a de la psychologie derrière tout ça, donc je vais travailler la visualisation puisque clairement, physiquement, c'est pas ça. Donc, en posant la tête sur mon oreiller ce soir-là, il était indéniable que le marchand de sable n'allait pas passer par ma petite chambre. Donc, me voilà partie dans mon processus de visualisation. Je suis allongée sur ma planche. J'attends la vague me pousse. Je me propulse sur ma planche et je glisse jusqu'à la plage. Je suis allongée sur ma planche. Je guette la vague me pousse, je me propulse sur ma planche et je glisse jusqu'à la plage. Le lendemain matin, je me sens prête. Il fait très froid, clairement. Avec un petit entraînement plus que rapide sur la plage, les planches sous le bras, nous voilà partis vers l'océan. On glisse sur les vagues en essayant de se battre au mieux pour dépasser la barre. Et là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Quant à moi, j'essaie de garder le rythme avec mes petits copains surfeurs qui clairement ont fait du surf avant moi, ce qui était le cas puisque j'étais la seule débutante dans mon groupe de débutants. Et là, je me dis, Manu, la natation, c'était quand même un petit point que tu aurais dû prendre de ton ami Google. Mais bon, c'est pas grave. Au bout de 20 minutes de nage intensive, déterminée mais exténuée, je m'assois sur ma planche. Et j'attends les nouvelles instructions. La mer est plutôt calme, mais son immensité et sa profondeur me paraissent tellement intenses que je me sens petite et complètement impuissante. Et là, j'entends « Manu, t'es la prochaine. Tu guettes la vague, allonge-toi sur ta planche. Quand la vague te pousse, je vais te pousser ta planche pour te donner de l'élan. Et dès que je te dis hop, tu sautes sur ta planche. T'as bien compris ?» Mon cœur part à 100 à l'heure. Je prends une grande inspiration. Dernier process de visualisation du pop-up. Et je sens la vague qui me pousse. Je me projette sur ma planche et dans un élan de pop-up hyper intense, je saute sur ma planche et me voilà partie. La vague commence à m'emporter et là je me dis c'est pas possible, je suis sur ma planche, qu'est-ce qui se passe? Je suis debout sur ma planche, tout va bien, je suis debout sur ma planche. La vague m'emmène comme un cheval, comme la vitesse d'un cheval au galop et là je sens le sourire monter jusqu'aux oreilles, les larmes de joie couler qui se mélangent avec l'eau salée et là j'entends les cris, les pleurs, les sifflements de mes camarades derrière mais je n'ose pas me retourner car je sais qu'il faut que je reste focalisé sur mon objectif final qui reste la plage. Je continue mon équilibre et là je vois le sable se rapprocher de plus en plus et je me dis Manu, cette vague, c'est la vague de ta vie. Regarde bien ce que tu es en train de vivre parce que ça tu le verras sûrement qu'une fois, surtout cette semaine, ce qui a été le cas. Et du coup, je continue à avancer et là je sens ma planche ralentir et là telle une surfeuse qui a fait ça toute sa vie, une vraie pro, je saute sur le rivage, ma planche sur le bras. Je me retourne vers la plage et là j'entends encore mes camarades qui m'applaudissent et qui crient et qui sifflent. Et là la joie et la fierté qui m'envahit m'ont appris deux choses. La première, quand on n'a pas le temps de s'entraîner et qu'on ne sait pas par où commencer, il faut se focaliser sur l'essentiel. La deuxième, quand on pense qu'on ne peut pas le faire physiquement, on travaille le mental, on reprogramme toutes les petites cellules des neurones et comme Walt Disney l'a dit, si on peut le rêver ou si on peut l'imaginer, on peut le faire. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Ça marche pour autre chose que pour le Ça marche pour tout. En fait, la visualisation, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer sur tous les objectifs qu'on a dans sa vie. Et s'il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, pour moi, le long terme, c'est quelque chose que je visualise tous les jours. C'est un conditionnement. C'est un conditionnement, tout à fait. C'est du conditionnement, le cerveau, c'est un muscle. Donc c'est comme n'importe quel muscle. On travaille à la gym, on va tous les jours faire
des pompes ou peu importe, le cerveau c'est exactement pareil, c'est du conditionnement. La visualisation c'est comme les affirmations. Quand on récite des affirmations tous les jours, on se connecte émotionnellement à nos affirmations. Ça marche exactement de la même façon. Donc quand on parle de vision board, donc les gens qui ont un vision board chez eux, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait ils ont une image, ils ont une idée, ils ont une envie. Et en fait le cerveau connecte tous les jours. Et là, on n'a pas besoin de dire ma vision board, il y a du jaune, il y a du vert, il y a une lila, machin. Le fait de le voir tous les jours, notre cerveau l'intègre. C'est pour ça que c'est très important d'avoir dans son environnement des affirmations. Donc moi j'en ai sur mon frigo, j'en ai sur mon ordi, j'en ai ma salle de bain, j'en ai toujours en fonction de ce que je travaille pour moi. Et ça marche. Et parce qu'à un moment donné, ça clique et on se dit cette affirmation, en fait, c'est bon, maintenant je la considère comme acquise, donc je la change et j'en mets une autre. Voilà, donc je vous invite à le pratiquer, ça marche, vraiment. J'ai la question méchante là. Question méchante. Pourquoi le soir ça marche qu'une fois, du coup sur la semaine? Non, alors ça a marché une fois parce que je pense que cette nuit-là j'étais hyper conditionnée et que ce pratique de visualisation je l'ai fait vraiment marcher, ce que j'ai pas fait les autres soirs. Et voilà, et après sur une semaine de surf j'ai pris plein de gamelles, j'ai aussi pris d'autres vagues, mais effectivement de prendre la première vague, de pouvoir monter, moi j'avais jamais pratiqué, et c'est vrai qu'au départ tout le monde m'avait dit mais Manu, personne prend la première vague, ça n'arrive pas, tu vas te planter une journée, 2 jours, au bout de la 3e journée tu vas peut-être prendre une vague. J'étais là mais non, moi je veux prendre la première vague, et ce qui se passe c'est que ça te met en confiance, donc du coup tu prends ta première vague, après tu dis c'est bon, je vais gérer. Bon, après tu prends des petites machines à laver et voilà, et c'est normal aussi, on peut pas, c'est pas comme si du jour au lendemain on devient le surfeur né, mais c'est là que ça marche, c'est que le conditionnement, surtout quand on sait que physiquement on n'est pas vraiment prêt, c'est maintenant ok, il n'y a plus que le mental, et le mental il a un effet sur le physique qui est beaucoup plus important. Donc, et il y a eu des recherches qui ont été faites, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette recherche, je ne sais plus exactement, c'était c'était Harvard qui avait fait ça. Ils avaient fait 3 groupes de sportifs pour, je crois que c'était pour des JO ou des championnats du monde, enfin un truc de dingue, et ils avaient fait 3 équipes. Une équipe essentiellement entraînée physiquement et très peu mentalement, c'est-à-dire 80% ou 70%, 30% mental. Une autre équipe 50-50 et une autre équipe très peu d'entraînement physique et que du entraînement mental en pratiquant la visualisation. Et c'est cette équipe-là qui a gagné. Mais pourquoi? Parce que la visualisation, elle est plus importante que le physique. Parce qu'en fait, c'est comme quand notre cerveau il passe en état de stress. Donc en fait, il se passe il y a plusieurs parties du cerveau et cette partie-là, c'est l'adrénaline. Et en fait, quand on est en adrénaline, on a une capacité physique qui est énorme, mais parce que le mental, il est dans cette optique-là. C'est pour ça qu'il y a des moments où on stresse ou en peur ou peu importe. En fait, tout le sang part dans le cerveau pour pouvoir justement acquérir ce niveau physique qui est intense pour pouvoir nous sauver, entre guillemets. Et donc ça, c'est du conditionnement aussi, donc on peut le pratiquer nous-mêmes. C'est pour ça qu'on voit des gens conditionnés qui vont péter des... C'est pas une force physique quand on les voit taper des briques, des murs de briques. C'est mental et c'est énergétique. Ils arrivent à faire bouger leur énergie. Et comme on est tous énergie, l'énergie, ça se travaille. Voilà. J'espère que c'est clair. Ah, c'est bien. Okay. On voit aussi les clubs de chasse qui essaient d'imaginer en figure, les yeux fermés. Pareil. C'est pareil parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément faire à l'avance. Donc les pratiquer mentalement, ça nous met déjà en condition. C'est-à-dire qu'après, notre cerveau, il est prêt et le physique rattrape le mental. En fait, c'est toujours comme ça. C'est notre physique rattrape le mental, toujours derrière. Et si on arrive à visualiser et s'imaginer des choses positives, si on visualise l'échec, si on visualise des choses négatives, eh ben, notre physique, il va suivre ça. Donc, énergétiquement, on va créer ça. Donc l'idée du reconditionnement mental, c'est d'être vraiment dans de la visualisation positive, des objectifs positifs, et de se connecter tous les jours à ça pour que notre physique derrière crée, parce qu'énergétiquement, on crée cet environnement. Donc si on reste énergétiquement dans une sphère physique positive, et ben, ça fait l'effet boomerang et ça arrive et ça nous... Voilà, il y a plein de choses qui se passent positives dans la vie. Il y a plein de... Mais c'est très intéressant parce que moi j'expérimente depuis quelques mois la méthode de Napoléon Hill,
qui fait complètement écho. Ouais. Et ça fonctionne pour de vrai. Et Ça c'est fonctionne exactement sur ça. des choses. Alors ça, c'est un exemple sur le surf. Oui. Et ça fonctionne sur l'angle qu'on veut donner à sa vie aussi. Exact. Moi, je sais que j'ai changé complètement de direction. Et le fait de visualiser mon objectif fait que mon cerveau fait tout seul les choses pour y arriver. Et tu attires dans ta vie les opportunités qui vont t'aider à accomplir ça. Alors, voilà, Exactement. action. Ouais. Et ça marche. Napoleon Hill, c'est exactement c'est le dernier. Je devais lire depuis hyper longtemps, mais c'est un super livre. Ouais. Et c'est bien parce qu'il donne plein d'exemples, justement. Et c'est un livre qui est ancien, et c'était pendant la crise de 29, donc c'est hyper intéressant. Tous les gens qui se sont retrouvés dans une crise économique sans avoir l'expérience de créer leur business, leurs activités, ils ont tous, ceux qui ont suivi cette technique de visualisation, de ce conditionnement mental, sont partis dans des multimillionnaires. Mais pourquoi? Parce que en fait, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, et c'est la chose de base qu'on devrait apprendre. Puisqu'au final, tout le monde peut le faire, on a tous la capacité de visualiser et de se reconditionner, sauf qu'on n'a pas les outils, et comme personne ne nous l'apprend, on galère, on rame, et en fait c'est pas difficile à mettre en place, c'est juste... Et Napoleon Hill, il l'écrit très bien dans son livre, je trouve que c'est bien écrit. C'est Réfléchissez, devenez riche, Napoléon Hill. Franchement, alors le titre ne paye pas de mine, mais le livre est très haut niveau. C'est vrai. Mais il faut mettre en place, c'est toujours pareil. Après, il faut aller au-delà de la compréhension. Exactement, la routine. C'est comme la fameuse routine. Le secret de votre avenir réside dans votre routine quotidienne. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important, d'avoir une routine tous les jours, de faire les choses qui sont importantes. Ouais, je pense que ce que tu es en train de dire, mon beau-frère est un fanat de ce truc depuis des années. Et il est chiant, mais qu'est-ce qu'il est chiant? Je suis pionnière. Il se lance dans plein de trucs complètement ridicules qui ne marchent jamais. Ouais. Et puis là, depuis quelques temps, il s'est lancé dans des marketing de réseau. Ah oui. Et il distribue des patchs pour la santé, ça fait tout. Oui. Maintenant, il a la tête du réseau en Europe. Ah ouais. Et en marketing de réseau, ça, il organise des événements à gauche. Et il n'était pas millionnaire, mais il réfléchit à changer sa Porsche Panamera Turbo contre une nouvelle M6. Il gagne très très bien sa vie, il était à 50 000 € par mois. Et il était à fond là-dedans, et je me suis foutu de lui pendant des années. Et là, tu dis, j'aurais dû faire pareil. Non, parce que c'est pas donné à tout le monde en fait. Non. Moi, C'est pas. Je pense qu'on n'est pas tous nés pour être entrepreneurs et tout ça. Clairement, je pense que c'est pas le cas parce qu'il y en a qui sont pas prêts à se lancer, à sortir de leur routine et de leur confort. Et heureusement, parce que si on était tous entrepreneurs, ça serait un petit peu le gros souk aussi. Mais aussi, même dans son travail, même en étant salarié, on peut réussir. C'est-à-dire qu'on peut avoir ses objectifs. C'est pas forcément dans son business, mais ses objectifs sportifs, ses objectifs de famille, ses objectifs de bonheur, ses objectifs d'accomplissement et d'épanouissement. Et cet outil-là de visualisation, c'est valable dans tous les domaines de vie. C'est pas que valable dans son activité professionnelle. Après, si on est tous, on a un objectif financier, ce qui est aussi hyper important parce que quand le titre il dit devenir riche, etc. Riche, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Et en fait, quand on veut de l'argent, il faut être clair sur l'objectif de ce qu'on va faire avec. Parce que si on veut juste être riche, comme on sait, l'argent ne fait pas le bonheur, mais la raison pour laquelle l'argent ne fait pas le bonheur dans la citation, oui, mais ça y contribue. Bah ouais, mais tu vas faire quoi quand tu seras millionnaire de ton argent? Et la raison pour laquelle il y a plein de gens qui sont multimillionnaires et qui font faillite, c'est parce qu'ils n'ont pas d'objectif clair sur l'utilisation de l'argent et ce qu'ils vont en faire. Et est-ce que cet argent il va être utilisé dans un but de grandir, de partager, de générosité, de ça. Et s'il n'y a pas ce côté contribution, personnellement, je pense qu'il y a de grosses chances que derrière, tu te plantes. Mais c'est pas grave, parce que tu sais comment faire 1 million, du coup tu peux le refaire. Et il y a plein de gens qui sont hyper inspirants aujourd'hui, qui ont fait banqueroute plein de fois, qui ont été multimillionnaires plein de fois. Et le jour où ils ont compris que l'argent allait servir pour redonner, contribuer, inspirer, changer le monde, là, ça a marché sur le long terme.
Ça, c'est mon avis personnel, mais ça a été prouvé chez plein de gens qui aujourd'hui sont multimillionnaires, mais leur argent, il est bien dépensé, ils contribuent, ils redonnent à la société, ils redonnent aux pauvres, et c'est ça qui est pour moi important. Pourquoi alors les théories de Carnegie, ça marche pas? Pardon? Carnegie, c'est un économiste du XXe qui a dit très clairement que grosso modo, c'est pas grave s'il y avait des gens. Par rapport à une plainte qui est récurrente, il disait bon, il y a des gens dans notre société capitaliste qui deviennent très riches et c'est très frustrant parce qu'il y a des très riches et des très pauvres. Carnegie disait c'est pas grave s'il y a des très riches, de toute façon les très riches, c'est ceux qui ont le mieux compris le système. S'ils ont le mieux compris le système, ce sont les plus à même à mieux le dépenser et à faire ce qu'on appelle plus ou moins du mécénat, de l'investissement, ou justement à réutiliser proprement cet argent. Sauf que Carnegie, donc, a écrit un très célèbre livre sur ça, sauf que disant qu'une fois arrivé à la retraite, il dépenserait de son argent comme ça. Une fois qu'arrivé à la retraite, tout ce qu'il a fait, il a mis sur un compte en banque, il est mort avec, et c'est ses enfants qui en ont hérité. Et comment eux Et l'utilisent? ça, c'est comment eux l'utilisent. Je ne vais pas te dire que je connais l'histoire de toute la descendance de Carnegie, mais c'est une histoire qui se répète un nombre de fois infini. Et je pense aussi qu'il y a des gens très riches et qui ne savent pas utiliser leur argent, il y a des gens très riches qui savent l'utiliser. Mais au final, on ne peut pas non plus s'attendre à ce que tous les gens qui gagnent énormément d'argent le redistribuent, parce que ça se saurait si on était dans ce monde bisounours. Mais je pense qu'aussi, ces gens-là, c'est pas les plus heureux, clairement. Non, mais ce que je voulais dire, c'est comment ils ont réussi à gagner autant d'argent si justement derrière, ils avaient comme finalité. Tu viens de dire que souvent les gens qui n'ont pas de finalité pour leur argent se cassent la gueule. Comment Carnegie, lui qui avait une soi-disant finalité. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Effectivement, il y en a qui gardent très bien leur richesse. Et voilà, après, je sais pas comment ils vivent leur vie au quotidien. À mon avis, ça doit pas être super fun, mais effectivement, et tant mieux pour eux. Hein, Je pense que si on fait travailler son argent, si on réinvestit, on gagne de nouveau de l'argent et c'est ce qu'a fait Carnegie en fait, c'est ce que font, c'est ce qu'ont fait aussi les personnes dont parle de Napoléon dans le livre. Sauf qu'en effet, lui, il avait de mémoire, il avait cette notion de partage qu'ont pas mal les Américains d'ailleurs, et je crois qu'il disait 10% de ce que vous gagnez, il faut redistribuer. Ouais. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, je ne gagne pas de l'argent pour moi. En effet, je gagne de l'argent aussi à un moment donné pour créer de la richesse. Et si j'en distribue un petit peu, ça va permettre à d'autres de créer de la richesse et d'enrichir mathématiquement le pays. C'est-à-dire que si on garde tout comme Carnegie sur son compte en banque, sauf qu'il ne l'a pas fait en fait, parce qu'il a réinvesti, donc il a quand même créé de l'argent et de l'emploi et de l'économie. Ouais. Mais le fait de redistribuer un peu, on va dire, ça permet de donner un petit peu de cette masse militaire, mais c'est mathématique. À d'autres personnes, et en plus de ça, c'est de redonner, voilà. Ça va ramener beaucoup plus d'abondance dans ta vie s'il y a un flow. Si tu gardes tout pour toi, à un moment donné, c'est la peur de manquer aussi. Et on ne peut pas tout garder. Enfin, très peu de gens peuvent tout garder pour eux, sinon eux-mêmes deviennent pauvres. À un moment donné, cet argent, il faut bien. En fait, c'est la question qu'est-ce que la richesse? Ce qui n'est pas le thème du soir, mais ce sera intéressant comme thème. Et puis les impôts sont là. On n'a pas ce problème. Ce qui me gêne dans ce discours, au début, je suis à fond là, sur la partie visualisation. Ce qui me gêne, c'est le parallèle entre réussite et argent. La finalité, c'est pas forcément de bien à sa peau, c'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent. Moi, j'avais un gros poste dans une grosse boîte de 10 000 personnes, j'avais une grosse situation, j'avais très très bien ma vie, et j'ai tout plaqué, et aujourd'hui, je suis dans une petite boîte, j'ai des mon salaire pour 2 voire 2,5, et je suis heureux comme tout. Ouais. Mais c'est ça, c'est savoir ce qui nous rend heureux. Moi j'ai fait pareil, donc je sais ce que c'est. C'est pas toujours l'argent. Ouais. C'est sûr, il ne faut surtout pas que ce soit l'argent. Voilà. Enfin, bon, je prends mon cas personnel parce que c'est ce que je vis en ce moment. Je suis salarié, je gagne ma vie, je gagne bien ma vie, mais je ne suis pas heureux. Pourquoi? Parce que je ne suis pas maître de mon emploi du temps. Et pour être maître de mon temps, il faut plus d'argent. Et comment j'aurai plus d'argent? En créant davantage, en ayant un impact bénéfique sur les gens, en ayant cette vague qui va revenir vers moi bénéfique. Et cet argent, je vais en fait, tu vois, le livre de Napoléon, il est bien parce qu'il te dit, vous voulez vous fixer une certaine somme. On va dire que tu veux gagner X milliers d'euros dans 5 ans. Comment vous allez y arriver? Et qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous allez donner en échange? Et en gros, c'est ça, tu te dis pas, je veux gagner de l'argent pour ramener de la thune. Non, tu veux gagner de l'argent pour
être maître de ton emploi du temps, donc donner du temps aux gens. Et en fait, ça fait un cercle vertueux et ça fonctionne. C'est un équilibre énergétique qui fonctionne. Et moi, je trouve que c'est là que c'est intéressant. L'argent, c'est un paramètre intéressant qui n'est pas à jeter. Au contraire, il faut se dire, voilà, il y a un système économique qui est là, il faut justement l'intégrer dans son cercle vertueux et essayer d'en faire profiter. C'est le paramètre, c'est pas la finalité, c'est un paramètre mais à considérer. Oui, c'est considérer aussi que la richesse que l'on gagne, premièrement, c'est pas une honte, voilà, c'est aussi un état d'esprit. Et deuxièmement, c'est aussi, je crois bien qu'il le dit dans ce... Je rebondis sur ce livre, moi qui m'avait frappé aussi. Cette richesse-là, elle est pas la richesse de tout le monde, mais quelque part, elle est due à un groupe de personnes. Donc il faut, à un moment donné, on joue ce jeu-là, on redistribue, parce que c'est une... Alors, je crois que c'est le principe de la valorisation aussi, mais alors là, voilà, c'est un petit peu plus... L'idée, c'est que tu parlais d'énergie tout à l'heure. Alors, après, c'est pas facile d'imaginer qu'on ait énergie, mais en tout cas, l'argent, c'est une sorte pas de bien commun, mais quand même, ça ne fonctionne que si on considère que si on a gagné beaucoup d'argent, c'est grâce à d'autres personnes aussi. C'est ça. C'est un échange, en fait. Enfin, pour moi, l'argent, c'est aussi l'énergie. Mais c'est un peu Qui se transforme, qui s'échange, qui est tout le temps là, qui est disponible, qui est pas disponible en fonction de notre ressources. Et ça revient si on vient à... C'est pour ça qu'il faut vraiment gérer son rapport à l'argent. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Et pour revenir, si tu permets, pour revenir sur ton talk, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que tu disais, on a le pouvoir de visualiser et de faire ensuite. Et tu vois, moi je fais de la sculpture et typiquement c'est purement ça. Je conçois, j'imagine et je matérialise. Et ça, Tu visualises le résultat final dans ta tête. Exactement. Ouais. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est quelque chose que j'ai vérifié, que je pense vrai. Toute chose physique qui a été créée par l'homme a été forcément à la base d'une idée. Et en fait, une idée, avant même d'être physique, elle l'est déjà. Ça veut dire que si tu la nourris, si tu la suis, ben, tu peux la matérialiser, tu peux la faire vivre. Et l'exemple du surf, c'est ça, ça veut dire que tu sais pas surfer, mais si tu te dis je sais surfer et je vais m'imaginer surfer, tu sais surfer. Et ça marche pour plein de choses. Et c'est ça qui est Et c'est incroyable. facile. Parce que C'est quand facile, on le en fait. fait, quand on le pratique et qu'on le vit, on se dit en fait c'est trop facile. Mais voilà, après c'est comment je mets ça en place au quotidien et qu'est-ce que je veux matérialiser dans ma vie. Voilà, il y a des choses qui pour moi sont plus difficiles que d'autres à faire. Voilà, il y a clairement des choses que j'ai entre guillemets manifestées dans ma vie où c'était trop facile, c'est bon ça. Et il y a d'autres choses où c'est un petit peu plus difficile, voilà. D'autres voire impossible aussi. Non, parce qu'il n'y a pas d'impossible, donc il faut continuer à travailler dessus. mais ouais, c'était intéressant. D'autres questions? Tu prends combien de temps pour visualiser par jour, par exemple, Pas plus de 5 minutes. le matin? En fait, moi j'ai une routine matinale qui est assez, qui change tous les mois, pas tous les mois, mais plusieurs mois en fonction d'eux. Mais méditation, respiration, visualisation, intention du jour. Ça c'est hyper important, de mettre une intention pour la journée, de dire qu'est-ce que je veux être. Donc mes clients me disent alors aujourd'hui je vais faire du sport. Non, ça c'est du faire. Qu'est-ce que je veux être aujourd'hui? Et du coup, de créer une intention, ça va permettre de réaliser ce mindset et cette façon d'être. Et ça, c'est pour moi l'intention et la visualisation, c'est hyper important. Après, la visualisation, comme moi je la travaille par des affirmations que j'ai chez moi, je les vois toute la journée. Donc en fait, si je ne visualise pas le matin, j'ai mes petits post-it. Donc je trouve que ça, c'est plus simple parce que ton cerveau, il imprime toute la journée. Et ça, c'est pour moi plus efficace. Mais s'il y a vraiment quelque chose d'important en ce moment, moi en ce moment je cherche un appart, un nouvel appart, je visualise et il n'y a pas de compromis. C'est-à-dire que mon appart il va être comme ça, je sais exactement à quoi il ressemble, j'ai mes critères dans ma tête et tous les matins j'ai ok c'est ça, et le prix c'est ça, et machin, et ça c'est mes critères, et tous les jours, 5 minutes, c'est bon, je sais que ça va arriver, je sais pas comment. Je cherche, hein, mais je ne suis pas non plus en mode je sais que ça va arriver. Donc, si c'est quelqu'un un loup d'appart ou une petite. C'est good? J'ai une question.
Une dernière, je pense. Du coup, en fait, quand tu fais ta visualisation, tu visualises qu'une chose jusqu'à ce que tu l'as réalisée. Ouais. Ok. Je me concentre sur une chose à la fois. Donc en fait, chez toi, tous les post-it, c'est exactement la même chose. Alors, mes post-it, non. Mes post-it, non. J'ai des post-it sur... alors, moi, je suis très gratitude. Donc, j'ai des post-it sur l'argent, sur la santé. Tous les jours, de ressentir de la gratitude pour le fait que je suis en bonne santé, pour le fait que j'ai de l'argent dans ma vie, que ça permet de vivre, etc. Si j'ai un truc spécifique sur lequel vraiment je cherche et je suis activement en recherche de quelque chose, je vais me concentrer là-dessus dans ma visualisation, on va dire, du matin. Et dans ce cas-là, je vais rajouter ces affirmations voilà, chez moi. Je le tente. Exactement. Le cerveau, il imprime tout par la vision. Pour moi, je cherche à comprendre ma femme, je cherche à comprendre comment elle fonctionne. Je cherche à comprendre Ouais, il faut sélectionner quoi. Mais des couleurs, un peu de couleurs, c'est pas mal. Ouais. Après, si on est créatif, moi c'est pas mon truc, mais les vision boards, il y en a pour qui, voilà, des gens qui sont un peu crafty, qui adorent créer. C'est ton vision board et ça marche, ça c'est super. Mais après, voilà, moi j'en avais fait un, il m'inspirait pas du tout, je trouvais ça hyper moche, alors je l'ai viré. Donc voilà, chacun sa technique. Même si tu l'atteins pas, parce que j'en ai un. Ouais. Que j'ai fait avec mon pote, j'adore créer sur Photoshop, des choses comme ça. Et j'avais mis la maison de mes rêves, le métier de mes rêves, enfin, la situation de mes rêves. Donc je suis clairement sur le début de l'ordinateur, voilà, c'est la même chose, style visualisateur, et d'autres choses comme ça. Et en fait, je n'ai pas encore atteint ça. Mais à chaque fois que je le regarde, en revanche, il y a comme ça me permet de voilà, ça me permet au moins vraiment on parlait tout à l'heure de lâcher l'affaire, de lâcher prise. En tout cas, ça permet d'ouvrir des possibles, au minimum. Et après, c'est comment j'arrive à cette vision. Qu'est-ce que je vais mettre en place? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. C'est quel est mon plan d'action? Parce que voilà, il faut aussi se mettre en condition de dire dans ce chemin-là, il faut au moins je me mette sur le chemin de ma vision. Oui, il y a des moments dans la vie où il y a un petit peu plus de chemin à faire parce que c'est un petit peu plus compliqué et mis dans des situations. Enfin, bon, c'est pas forcément mis dans des situations, mais il y a un moment de la vie où il y a les études des enfants, il y a le travail où on va s'asseoir, on tire un petit peu des ficelles, etc. Et on ne peut pas tout lâcher comme ça rapidement. C'est-à-dire qu'à 20 ans ou à 30 ans, c'est pas pareil qu'à 40 ou 50 ans. Voilà. Donc on met un petit peu plus de temps aussi. Il faut mettre des choses, mais je pense que c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. Franchement, enfin, moi j'ai des clientes qui changent leur vie à 60 ans et c'est un truc de dingue. C'est une question de patience. Et de plan d'action aussi. Il ne faut pas tout lâcher d'un coup, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être très violent. C'est non, c'est pas. Oui.